rebonjour à ceux que j'ai déjà salués. Donc, je suis Rolande Courtet-Desmarres du service marketing. Merci à vous tous pour l'intérêt porté à ce sujet. Et c'est avec plaisir que j'accueille Vanessa Talbot, qui est Product Owner à 4D, pour ce webinaire d'environ 45 minutes. Vanessa va vous montrer comment, grâce à l'utilisation des CSS dans les formulaires 4D, comment vous pouvez en fait rajouter de la modernité et de la cohérence à vos applications. Elle va vous expliquer comment cela peut profiter à votre business en augmentant évidemment la satisfaction des utilisateurs, vos clients, et en plus, ce qui n'est pas le moindre, comment vous pouvez gagner du temps. Donc vous facilitez votre travail en tant que développeur 4D. Je vous laisse entre les mains de Vanessa. Je vous souhaite une très bonne session. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette session entièrement dédiée à la personnalisation des formulaires 4D avec les CSS. Nous allons voir ensemble comment transformer vos interfaces, leur donner un style plus moderne tout en facilitant leur maintenance et leur évolution. Dans un premier temps, nous allons proposer les bases, qu'est-ce que les CSS et comment ça fonctionne dans 4D. Ensuite, nous passerons rapidement à la pratique. Je vous montrerai comment créer vos propres styles, les appliquer et les organiser efficacement. Enfin, nous verrons un cas concret d'utilisation dans une application. Alors, pourquoi utiliser les CSS dans les formulaires 4D? L'un des grands avantages, c'est de pouvoir séparer la logique de l'interface d'un côté et le style de l'autre. On gagne en clarté, mais surtout en maintenabilité. Vous n'avez plus besoin d'aller dans chaque formulaire pour changer une couleur ou une police. Les CSS permettent aussi d'unifier visuellement toute votre application. Vous pouvez créer un thème, définir vos couleurs, vos tailles de police et appliquer tout ça globalement. Et si un jour vous décidez de changer la couleur d'accentuation de votre application, vous n'avez qu'un fichier à modifier au lieu de devoir parcourir des centaines de formulaires et d'objets. Un style CSS est très simple. Il se compose d'un sélecteur suivi de propriétés et de valeurs, le tout entre accolades. Le sélecteur sert à dire sur quoi on applique le style. Il peut désigner un type d'objet comme un bouton ou un champ texte. Il peut aussi désigner une classe CSS comme par exemple Accent Color ou bien un objet précis en utilisant son nom comme bouton OK. La documentation vous donne de nombreux exemples de sélecteurs et vous pouvez les combiner. Mais honnêtement, même avec seulement les types et les classes, vous avez déjà de quoi styliser vos formulaires de manière très fine, cohérente et professionnelle. Les propriétés, elles, correspondent tout simplement aux attributs que vous utilisez déjà dans les objets de formulaire en JSON. Et les valeurs que vous mettez dans vos styles sont les mêmes que celles attendues dans ces attributs. Alors justement, quelles sont les propriétés que l'on peut utiliser en CSS? Eh bien, quasiment toutes. Les seules exceptions sont les propriétés name, type et class, car elles servent déjà à définir les sélecteurs. Vous ne pouvez pas non plus modifier les propriétés liées au code, comme méthode ou event, pour des raisons de sécurité. Et enfin, les propriétés de type list ne sont pas compatibles car elles utilisent des JSON pointeurs ou des tableaux et ce format n'est pas supporté en CSS. Les priorités. Une question revient souvent quand il y a plusieurs styles définis pour un même objet, lequel est appliqué. La règle est assez simple, c'est le style le plus spécifique qui gagne. Un style défini sur un non-objet prend le dessus sur une classe, qui elle-même est prioritaire sur un style défini par un type d'objet. Si vous avez défini une propriété directement dans la liste des propriétés du formulaire, elle aura la priorité sur tout ce qui est défini en CSS. Et pareil pour les fichiers, un fichier CSS dédié spécifiquement à un formulaire est prioritaire sur les fichiers CSS applicables à la plateforme, qui lui-même est prioritaire sur le fichier global. Alors, passons à la première démo. Donc ici, j'ai une base, j'ai aucun formulaire, elle est vide. Donc on va rajouter un formulaire. On va choisir de faire de la mise en forme sur un bouton. Donc pour pouvoir tester les différents sélecteurs, on va dupliquer ce bouton. Je vais aller ici dans la toolbox, dans l'onglet Style Sheet. J'ai ici une liste de fichiers. Donc nous, on va pour l'instant s'intéresser au premier fichier qui est le fichier
commun, global à toutes les plateformes. On verra par la suite les autres fichiers. J'appuie sur Create. Donc on voit ici c'est mon projet, donc dans le dossier projet source au premier niveau, il m'a créé un fichier stylesheet. Alors allons voir dans la doc. Dans la doc, ici dans forme, stylesheet, voilà. Ici j'ai la doc des feuilles de style. Donc ici au niveau des sélecteurs, on va commencer par celui de type. Donc les types, on voit ici on a un exemple, c'est juste le nom, le type. Sans préfixe, sans rien. Donc nous c'est un bouton, ici c'est bouton. Mais alors comment trouver la liste de tous les types possibles? Vous avez ici, en fait on vous explique que c'est correspond à la propriété JSON type. Donc si j'ouvre, je vois, voilà, ici donc j'ai le propriété type, et ici j'ai la liste de toutes les valeurs possibles. Donc on retrouve notre bouton et on reconnaît ici un bouton radio, la zone write, une web area, donc voilà. Donc dans notre cas c'est bouton. Hop, ici donc bouton, accolade. Alors en propriété, on va choisir de changer la couleur de la police. Donc si je sélectionne un bouton, ici dans le thème texte, j'ai font color. Donc dans ma doc, ici j'ai les propriétés applicables aux objets formulaires, et ici j'ai les thèmes en fait de la property list. Donc je vais dans texte, et ici je cherche font color, donc voilà. Donc on a ici, en fait, à chaque fois, on a un tableau, même appelé JSON Grammaire, qui contient en fait ici le nom de l'attribut et les valeurs possibles. Ce tableau-là, en fait, est applicable au JSON et au CSS. Donc je vais copier stroke. Ici, je vois que je peux passer juste le texte, le nom d'une couleur. Donc dans mon fichier, je mets ici stroke, deux points, je mets du rouge. Je sauvegarde, je reviens, tous les textes sont passés en rouge. Alors pour voir que c'est bien applicable uniquement à un bouton, on va tracer un texte. Voilà, et le texte, lui, est resté en normal, en automatique. Et ici, mon bouton, il est passé en rouge. Alors maintenant, on va utiliser le sélecteur classe. Donc si on revient dans la doc, ici, un sélecteur classe, voilà, ça s'écrit le nom d'une classe que l'on veut, et on met un préfixe d'un point. Donc, revenons, hop, ici, on va l'appeler point accent color, accolade, et on va mettre stroke de point du bleu. Je sauvegarde, on va copier le nom de la classe, hop, et on va donc ici lui appliquer la classe. Et il est bien passé en bleu. Voilà, j'ai bien du bleu. Ensuite, ici, on va utiliser par le nom de l'objet. Donc le nom de l'objet, object name, c'est le nom de l'objet préfixé en dièse. Donc ici, cet objet-là s'appelle bouton 2. Je copie. Bouton 2, on a dit préfixé. Ah, préfixé dans dièse. Et accolade. Et on va mettre pareil, stroke de point vert. Je sauvegarde, je reviens, et mon bouton est bien passé en vert. Pour le dernier, on va appliquer la couleur par la property list, par la liste des propriétés. Donc là, tout simplement, on va mettre, hop, voilà, donc la couleur, elle est appliquée, ici, et donc la propriété, on a vu, sa surcharge, c'est prioritaire sur les CSS. Donc autre changement, on voit qu'ici, en fait, la valeur est passée en gras. En fait, ici, les valeurs, quand elles sont pas en gras, c'est les valeurs par défaut qui sont appliquées, et ces valeurs-là ne sont pas dans la description JSON de l'objet. Celle-ci, par contre, comme elle est passée en gras, elle est dans la description JSON. Alors, allons voir, en fait, ici, on forme, voilà. Donc ici, ça va être mon dernier bouton, bouton 3. On voit, voilà, ici, on a surchargé, alors que les autres, la fonte, elle n'y est pas. Donc si j'efface, en fait, cette valeur-là, hop, je reviens,
je sélectionne mon bouton, et là voilà. Je vois, elle n'est plus en gras en fait. C'est ça la signification du gras. Donc, pour qu'une valeur CSS soit appliquée, il ne faut pas de valeur en fait dans le JSON. Donc pour l'effacer, vous avez soit un raccourci qui existe depuis longtemps, qui était valable aussi en binaire, qui est en fait, je maintiens la touche CTRL et je clique sur le nom de la propriété, qui permet en fait de l'effacer. Alors je sais que quand on a sorti CSS, c'est maintenant un raccourci qui est régulièrement utilisé et qui n'est pas évident à se souvenir. Donc maintenant en fait, je vais remettre une couleur. Vous avez tout simplement, quand vous avez la ligne de sélectionner, vous faites supprime. Voilà, et on a supprimé la propriété. C'est assez simple. Ensuite, dernier point qu'on va voir, c'est ici. On a vu que les niveaux des classes, en fait, je pouvais écrire quelque chose. En fait, on va fermer ça. Ici, on peut pour un même objet appliquer plusieurs classes. Donc on va créer une classe font main, collade, et on va changer la taille de la police. Alors, la taille de la police, c'est ici dans le thème texte, c'est font size. Donc si je vais dans la doc, ici, je suis dans texte, font size, on voit que ça s'appelle font size et qu'on passe à un entier. Alors, hop, non, ça c'est pour plus tard. Et voilà, celle-ci. Donc ici, font size, 2 points. Et pour bien voir la différence, on va mettre 24. Hop, je sauvegarde. Je retourne dans 4D. Sur ce bouton-là, ici, je vais mettre espace pour pouvoir en mettre plusieurs. Font main. Voilà. Et là, on voit que ça a changé. Donc en fait, voilà, vous pouvez mettre plusieurs classes pour un même objet. Il faut juste les séparer en fait d'un espace. Ok. Je vérifie. Oui, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette démo. Alors, on va continuer avec les slides. Hop, alors, certaines propriétés ont un comportement particulier. Par exemple, la fonction URL permet d'indiquer un chemin vers une image ou une icône. Et pour les couleurs, on peut utiliser soit le nom standard, donc c'est ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, soit un code hexadécimal ou bien la fonction RGB. C'est assez pratique pour styliser les boutons, des images de fond, des icônes, etc. Autre propriété intéressante, c'est la prise en charge des media queries. Grâce à l'instruction @media, vous pouvez adapter les styles en fonction du thème clair ou sombre du système d'exploitation. Cela vous permet de proposer une expérience cohérente, adaptée automatiquement au thème préféré de l'utilisateur. Alors passons à la deuxième démo. Alors effaçons ça. Hop, donc on va reprendre un bouton. Ici, je vais enlever celle par le nom et par le type. On va juste garder les classes. Hop, voilà, je sauvegarde ici. Donc par exemple pour les boutons, à travers toute votre application, vous pouvez avoir plusieurs styles de boutons que vous voulez et qui soient les mêmes. Par exemple, avoir un bouton pour un bouton de sauvegarde, le bouton annuler, un bouton d'information, etc. Donc là, on va prendre l'exemple d'un bouton d'information. On fait un bouton info. On veut qu'il ait, par exemple, ce style. On va mettre une image en 4 états. Alors, je prépare ici. On va dans la toolbox, les ressources. Hop, donc là, voilà, j'ai préparé une image light, dark et @2x. Voilà. Donc ensuite, on va lui dire qu'on veut que le titre soit à droite, également qu'il soit centré. Et on va ici donner des tailles fixes, 120 par 40. Voilà, on veut maintenant que dans toute mon application, les boutons info aient toujours ce style-là. Donc vous pouvez soit, à chaque fois que vous en dessinez un, vous amuser à tout remplir dans la liste des propriétés, soit on peut créer une classe qui correspondra au style pour les boutons info.
Donc on va faire une classe qu'on va appeler btn info, accolade. Alors, ici, soit je peux faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire chercher en fait ici dans la doc pour text et picture les différentes valeurs. Ou alors tout simplement, autre moyen de faire, c'est d'aller voir en fait directement ici dans mon formulaire mon bouton et j'ai les noms des propriétés que j'ai appliquées en design. Je vais copier, mettre ici, voilà. Donc, ici le type, on n'en a pas besoin. Texte, ça correspond au titre de mon bouton, donc oui, je copie, hop. Voilà, ensuite, la largeur et la hauteur, oui, je veux une largeur et une hauteur fixe pour ce type de bouton. Hop. Ensuite, le style, le nombre d'états, le chemin du fichier, son position et son alignement, oui, je garde. Je mets, hop, hop, et hop. Ça, maintenant, je peux effacer. Alors maintenant, je vais transformer en hop. Donc, on va remplacer les guillemets par du vide. Hop. Et on va remplacer les virgules par des points-virgules. Voilà. Virgule. Hop. Donc, texte, largeur, hauteur, style, non. Alors, icône, on a vu, voilà, qu'on devait utiliser pour spécifier un chemin, la fonction URL. Voilà, je sauvegarde, je ferme ça. Voilà. Et voilà. Donc, si je reviens ici, je dessine un bouton, je fais exprès de le faire plus grand pour voir que les tailles s'appliquent. Et ici, je vais lui mettre donc la classe btn info. On n'a pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc là, on voit, bah oui, le titre, il est surchargé, il est en gras, donc je l'efface. Hop, c'est bon, il passe en titre. J'ai bien mon style, j'ai bien le bon fichier, nombre d'étapes, position de l'icône. Alors ici, j'ai un problème avec la hauteur et la largeur, donc j'essaie de supprimer. Ah, je ne peux pas. Alors oui, ces propriétés-là, en fait, l'éditeur en a besoin et il les recalcule régulièrement, donc en fait, elles ne peuvent pas être supprimées. Donc pour ça, ici, je vais utiliser, en fait, je vais forcer pour dire qu'il doit toujours utiliser la valeur que j'ai spécifiée là et ne pas respecter la notion de priorité. Donc pour ça, c'est le tag important. Hop. Et hop. Je sauvegarde, je reviens là et j'ai bien la bonne taille. Voilà, et on voit ici, il est bien précisé, on voit que c'est défini en fait que ces valeurs-là ont été surchargées, forcées. Donc elles ne respectent plus les notions de priorité entre les fichiers, ce sera forcément ces valeurs-là qui seront appliquées. Et on a ici notre alignement qui est affiché. Voilà. Donc voici comment on peut faire des templates de boutons et bien évidemment je peux créer un deuxième et ça s'applique partout. Et hop, je vais ici pour ce bouton, la classe btn info, c'était le fichier global, voilà, il le met en forme. Ok, alors, deuxième cas d'exemple, on va faire avec la listbox. Donc la listbox, on en utilise dans nombreux formulaires et il y a un réglage de base que l'on veut systématiquement pour nos listbox. Par exemple, mes listbox généralement sont avec une sélection simple ligne. Je veux cacher le rectangle de focus. Je veux un pyjama avec un automatique et alternate automatique. Je veux cacher les rows, voilà, etc. En fait, vous avez, voilà,
des exemples de réglages de base que vous voulez systématiquement. Donc à chaque fois que vous créez une listbox, vous êtes obligé de refaire. Donc pour ça, on peut utiliser la listbox, mais cette fois-ci, non pas classe, si c'est un réglage qu'on veut sur l'ensemble des listbox toutes, on va utiliser par le style, par le type, pardon. Donc listbox. Alors, le type. On revient dans la doc, ici, objectif. Donc on a dit type, qu'on avait en fait la propriété type, on pouvait trouver la liste. Donc ici, dans cette liste, on a bien listbox. Alors, autre chose, la listbox, ici, on va aussi activer les footers. Donc ici, on a la listbox. On peut définir des propriétés applicables à la listbox, mais on peut aussi sélectionner un header, appliquer ce qui est applicable à un header, ce qui est applicable à une colonne, et ce qui est applicable à un footer. Donc pour ça, la listbox, en fait, est un peu un élément particulier qui est composé d'un objet et de sous-objets, header, colonne et footer. Donc pour ça, vous avez ici cette deuxième partie qui vous dit en fait que vous pouvez, voilà, vous avez d'autres types où vous pouvez définir color, header et footer. Par exemple, ici, on va prendre header. Je reviens là. Je vais mettre un header, accolade. Et pour le header, on va par exemple demander à ce que les headers soient en bleu et en 24. Et si je reviens ici, voilà, mon header est passé en bleu et en 24. Si je rajoute une colonne, voilà, il sera aussi en bleu et en 24. Donc pour la listbox, on va faire pareil. Alors, pour faciliter, j'ai préparé ici dans des mots, voilà, on a un certain nombre de propriétés. Donc par exemple ici, moi, je voudrais que toutes mes listbox, elles ont un padding horizontal de 2, qu'elles ont la couleur automatique et alternate automatique, le drag and drop et le movable row est forcément désactivé par défaut. Je veux cacher les extras, je veux cacher le focus et je veux une sélection monoligne. Voilà, je sauvegarde. Et donc si je reviens dans mon formulaire, j'efface, je dessine une listbox, voilà. Et là, mon réglage que je voulais. C'est applicable aussi, hein, quelle que soit la listbox, puisque là, c'est des paramètres qu'on a choisis qui sont applicables à toutes les listbox. Et ça marche bien, si je fais là, je dessine une autre listbox, et ça s'applique également. Ok. Donc voilà, on a une manière de faire un template qui va s'appliquer à toutes les listbox. Mais dans un cas précis, je voudrais une listbox qui est un peu différente. C'est-à-dire que par exemple celle-ci, je voudrais que, non pas qu'elle ait un pyjama, mais qu'elle soit transparente. Bien comme on a vu, les priorités, elle est donnée à ce qui est défini dans le focus. Donc si vous surchargez ici, vous pouvez appliquer, changer spécifiquement une listbox pour avoir une valeur différente du réglage qui est défini dans les CSS. Voilà. Super. Alors ensuite, ah oui. Alors maintenant passons au dark mode et light mode, donc le nouveau. Alors, dans la doc, ici vous avez voilà les media queries. Donc on vous explique ici voilà pour appliquer en fait des choses pour le light ou pour appliquer comment on applique au dark. Donc là. Hop, donc ça contiendra ce que je vais mettre en light. Et là, ce que je mettrai en dark. Alors, pour un objet, on peut en fait avoir plusieurs sélecteurs qui vont pointer dessus et plusieurs fois la définition. Donc ici, si on sait par exemple, on veut le faire à la listbox, on veut changer les valeurs automatiques alternées, ne soit pas en fait ces valeurs, mais en définir une précise qui va s'appliquer en light et en dark. On n'est pas obligé de dupliquer tout le bloc des listbox dans light et dans dark.
on peut simplement redéfinir ici le sélecteur, Xbox. Voilà. Je le redéfinis. Voilà. Donc c'est ces deux-là que je vais enlever. Donc je les enlève, puisque ces autres propriétés n'ont rien à voir avec que mon thème soit en light ou en dark, elles ne vont pas changer. Donc c'est ces propriétés-là que je veux changer. Hop, hop. Donc par exemple ici je veux du blanc. Ok, et ici je veux... Hop, on va mettre un blanc un peu rouge pour bien voir. Ici donc on veut faire du black, on va mettre du noir. Et alternate fil. Black. Et on va mettre pareil un petit peu rouge pour voir la différence. Voilà. Je sauvegarde. Ici, je reviens. Oui, on avait surchargé transparent. Hop, voilà. Donc ici, on a ma listbox avec mes couleurs que j'ai choisies dans la CSS. Ok, je vais basculer. Hop, mon OS. Et donc là, voilà, on voit les couleurs sont maintenant affichées. Mon noir et mon rouge que j'ai choisi. Voilà. Donc, bien sûr, ici, hein, on peut en définir plusieurs. Hein. Je peux en écrire comme j'ai écrit ici. Hein, je peux faire sur mon header. Voilà. Non. Accolade. Hop. Et ici, faire stroke. Je veux du... Voilà. Je veux du vert. Et ici, je veux du bleu. Voilà. Donc ici, je peux mettre en dehors, en fait, de l'arrobas média, je vais mettre tout ce qui est les propriétés qui sont pas dépendants du style. Et ensuite, à l'intérieur des arrobas média light ou dark, je mets les propriétés qui sont définies, qui sont liées, en fait, aux couleurs. Et je peux ainsi définir les couleurs à appliquer. Donc, si je sauvegarde et je retourne dans le 4D, voilà, on est en bleu. Je vais repasser en light. Je dois avoir une erreur. Ah, stroke, voilà. Hop, voilà, et là je suis en vert. Voilà, je crois que c'est tout pour cette démo. On a tout vu, oui. Alors, retournons au slide. Alors, maintenant on va voir les fichiers CSS. Donc on a un peu vu tout à l'heure, jusqu'à maintenant. On a utilisé un fichier, donc, mais dans 4D, on a 3 fichiers qui sont générés, créés automatiquement. Donc on a un fichier commun à toutes les plateformes, donc c'est celui qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, un fichier spécifique à Windows et un pour macOS. Vous pouvez également associer un fichier CSS à un formulaire précisément en utilisant l'attribut CSS. Avec tout ça, ça vous permet de personnaliser vos styles en fonction du contexte ou de la plateforme. Alors passons à la troisième démo. Donc, alors on va effacer ça. On va utiliser simplement des textes. Généralement, quand on veut faire des définitions différentes entre les plateformes, souvent c'est lié à la fonte qu'on veut qu'elle soit différente entre Mac ou Windows. Alors ici, dans la toolbox, on retourne dans l'onglet Style Sheet, voilà, on a en fait d'autres fichiers
underscore Mac et underscore Windows. Donc on va créer fichier Mac et le fichier Windows. Donc il les a créés ici au même niveau, hein, juste à côté de celui de tout à l'heure, dans le dossier source. Donc ici, on va prendre notre fameuse seller et hop, font main, on va l'enlever, sauvegarder. Voilà, donc ici, et on va rajouter, on veut la police qu'on va définir, donc font family. On va en choisir une qui a un impact visuel, qui est pour bien remarquer la fonte. On va prendre impact, mettre 24. On va en faire une deuxième, on va faire fonte, c'est Tari. Hop. On va mettre fonte family. Et on va prendre chaque board, c'est pareil. Elle est assez visible par rapport à son style qui change et qu'on voit bien la différence de police. Et on met un font size à 2.18. Je sauvegarde. On va copier ça, mettre dans le fichier Windows. On va inverser les polices. Hop. Voilà. Et on va se dire que 20 c'est suffisant sur le Windows et ici on va mettre 14. D'accord. Je reviens dans mon formulaire. Ici, donc je vais lui mettre font main. Donc voilà, donc on voit ici impact et 24. Et ici, on va mettre font secondary. Et là, on voit chaque board est 18. Alors, si vous voulez tester le fichier Windows, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un Windows. Ici, vous avez un menu. Voilà. On peut choisir, en fait. Donc, soit vous pouvez ici, None, et il n'y a rien d'appliqué, comme on peut voir. Vous avez ensuite Mac. Donc, c'est la même plateforme qu'ici. Et la possibilité de voir ce qu'il y a sur Windows. J'ai fait une erreur. On n'a pas effacé. Hop. Voilà. Ici, voilà. Voilà, on a bien Schalborg et Impact. Alors ensuite, on avait... Si on va ici dans Multiple Style Sheet, voilà, dans la doc, donc on a expliqué ce qu'on a vu, le fichier commun qu'on a utilisé, les fichiers par plateforme que l'on vient de faire à l'instant, et en fait on a un dernier cas, c'est de spécifier un fichier qui va être utilisé par un formulaire. Donc en fait on utilise pour ça l'attribut JSON CSS. Donc on peut soit passer à cet attribut un chemin, soit passer une collection de chemins, soit passer une collection d'objets où on dit que le fichier est applicable sur la plateforme Mac ou est applicable sur la plateforme Windows. Alors essayons. Donc ici, pour gagner un peu de temps dans notre présentation, j'ai préparé ici voilà, un fichier qui s'appelle mystyle.css qui se trouve dans mon dossier ressources et qui a une accent color qui s'est à jaune. D'accord. Donc ici dans mon formulaire, on va prendre formulaire 1. Alors au premier niveau ici, ce sont les propriétés qui s'appliquent au formulaire. Et ensuite ici vous avez page, donc c'est les différentes pages, avec ici les objets. Donc là ce sont les objets qu'on a dans la page 1. Ça serait éventuellement les pages 0 où on n'en a pas. Donc ici on va s'intégrer avec notre attribut CSS quelque part ici. Donc on va se mettre là. Guillemets CSS, 2 points, et mon chemin. Donc on a dit qu'on était dans le dossier ressources, donc slash resources slash my style, hop, point virgule. Et je sauvegarde. Et je reviens ici dans mon fichier. Et ici je vais appliquer accent color. Alors ici c'est en bleu, ça n'est pas utilisé, cette priorité n'est pas appliquée ici au niveau
de l'éditeur. Par contre, si j'ai pas, j'ai fait une erreur. Ah, accent color style.css. Hop. Donc ici, je reviens, je l'exécute, voilà, je l'ai en jaune. Cette valeur est appliquée uniquement en fait au runtime. Ça la surcharge. Ça va, comme c'est un fichier spécifique au formulaire, il a priorité sur le paramétrage global, puisqu'on avait, du tout début de la présentation, on avait un accent color en bleu. Alors, vous pouvez ne pas avoir envie de modifier en fait ici dans le formulaire. On risque de faire aussi une faute comme je viens de faire. Donc vous avez ici une macro de formulaire qui a été faite par Patrick Poli. Vous pouvez récupérer sur son GitHub. Donc form-embedded.css. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai rajouté ici dans mes composants. Voilà, donc j'ai ce composant-là qui est mis. Et donc ici, vous avez une macro, voilà, qui se rajoute, edit form. Voilà, et on peut la possibilité de définir en fait les macros de formulaire par cette interface, qui évite de faire des erreurs. Voilà, alors attendez, je vérifie mes notes. Est-ce que je vous ai montré tout ce que je voulais? Oui. Voilà, donc on a fini avec les démos de base. Donc maintenant, on va voir tout ce que je viens de vous montrer, des cas simples. On va voir le résultat quand on le met, quand on applique tous ces principes dans une véritable application. Donc pour ça, on va utiliser l'application Contact, que vous connaissez sûrement, qui se trouve ici sur quête des dépôts. Vous la récupérez, Contact. Donc il y a eu une mise à jour faite V20. Voilà, donc il y a quelques changements pour remplacer ces objets par des var. Et également en fait la gestion de thèmes qu'on va voir qui a été ajoutée. Donc, alors premièrement on voit ici voilà notre interface. Hop, on va réduire celle-ci. Voilà. Donc si je dois faire un deuxième dialogue où tout est appliqué, on voit là les couleurs. Donc en fait tout a été fait en CSS pour avoir tout uniformisé. Donc comment c'est fait? Alors c'est celui-ci. Donc voilà, ça c'est mon projet qui est ouvert. Donc on a en fait ici un projet source. Vous avez ici une feuille de style globale. Donc en fait on a un style défini pour les listbox et un style défini pour les types input. Parce qu'on a de cacher en fait les bordures et le focus, c'est ce qu'on voit ici en fait. Voilà, qui sont particuliers. Donc voilà, ça permet d'avoir le même look centré partout. Et ensuite ici, on a de défini différentes classes CSS. Donc on en a 4 qui va s'appliquer sur les fontes et 4 pour les remplissages. Et à chaque fois, elles ont été définies donc en light et en dark, ce qui permet en fait de faire toutes ces couleurs. Donc si on va en mode design, on va prendre celui-ci. Voilà. Donc on voit en fait ici voilà sont appliqués les accents de color. Ici pour les cadrages, voilà, on a voilà. Et ça, voilà, vous avez également ici, on peut voir donc name, les fontes, et donc on lui a mis fonte medium. Et on a le phone email, ici on lui a appliqué donc une CSS default et une CSS accent color. Alors ces fontes là on les a pas vues, elles sont dans Mac, voilà, vous avez default, font small, font medium, font big, et Windows pareil. Comme ça vous avez une police déterminée et la taille pour chacun. Ce qui vous permet voilà, de pouvoir avoir un look qui est mis et qui est homogène et pas besoin de sur chaque objet de l'appliquer avec la liste des propriétés avec toujours un risque d'erreur ou d'oubli.
Alors ensuite, dernier point intéressant, donc on a dit qu'on pouvait s'en servir pour faire des thèmes. Donc là, ça peut être un cas de thème où ici, on a tout mis dans les tons de gris. Si vous avez envie de changer, de mettre tout en vert, eh bien vous pouvez modifier ici pour passer tout en vert et vos applications. Donc en changeant simplement, en fait, à chaque fois, donc les 2 fois 8, ça sera assez simple, c'est centralisé et toute l'application sera mise à jour. Alors là, on a été plus loin, on a fait ici, donc on va réexécuter. Hop, on a en fait, voilà, une fenêtre thème et on peut choisir différents thèmes. Donc, par exemple, on va prendre du vert, je vais l'appliquer, je vais rouvrir ma fenêtre de contact et elle est passée dans les tons de vert. Hop, je peux changer, je vais mettre du violet, j'applique, je rouvre, voilà, et ça passe en violet. Ça marche aussi en dark. Hop, file, open, voilà, on le voit. Alors, comment on a fait ça? On va passer en hop, voilà. Donc, ici, on a le fameux fichier de thème. Donc, ici, on a fait, voilà, on remplit notre liste avec nos valeurs. Les différentes valeurs ici qu'on a affichées dans cette liste, en fait, ça correspond à ici, dans notre dossier ressources, on a un thème et on a fait des fichiers avec différents thèmes. Par exemple, notre thème vert, ici, avec les différentes couleurs, les mêmes noms. D'accord? Ici, quand on va la choisir de l'appliquer, voilà. Donc, on va ici aller chercher un fichier qui se retrouve thème JSON. Donc, c'est ce fichier-là qui a une description, en fait. Alors, tout à l'heure, on a surchargé pour dire un formulaire de charger une CSS en particulier. Et on a modifié le fichier, le formulaire. Bien sûr, dans une base en exploitation, c'est pas possible. Ce fichier est en lecture seule, on n'a pas le droit de modifier sur le paquet. Donc, ici, on a créé en fait un fichier des ressources avec, pour être plus simple de comment ça devrait être écrit, et avec un XX. Et ici, on remplace en fait ce fameux fichier XX par le thème choisi. Et on va sauvegarder ce contenu dans log theme.json. Donc ici, dans les datas, dans log, ici, voilà. C'est celui truc. Alors là, comme je suis en mono et en dev, je suis à l'intérieur de mon package, hein, mais si votre fichier de data est à l'extérieur, c'est donc dans une zone que vous pouvez écrire. Et si vous êtes en client-serveur, bien sûr, le fichier de log, c'est dans AppData sur Windows et dans Library sur Mac, dans des zones qui peuvent être écrites. Et ensuite, en fait, voilà, donc là, on a notre fichier thème.json qui va pointer. Et ensuite, dans le fichier, ici, formulaire source forme, on va prendre par exemple celui-ci, vous avez ici votre formulaire, et on a, voilà, en fait, on a mis notre fameuse attribut JSON CSS, et on a, en fait, cette fois-ci pas passer un nom, mais utiliser $ref. $ref, c'est ce qu'on appelle un JSON pointer. Donc quand le formulaire il est chargé, en fait, cette référence, elle est calculée. Et donc cette référence, ça veut dire qu'il va aller regarder ce qu'il y a dans log, thème.json, et la clé CSS1. Et donc il va récupérer en fait cette valeur-là qu'il va mettre à la place de tout ça. Donc, je vais me retrouver à la place d'avoir ça, je vais directement avoir le fichier correspondant à charger. C'est ce qui vous permet comme ça d'avoir en fait un fichier CSS de façon dynamique. Voilà. Alors, dernier point, vous dites c'est top, ça permet fichier dynamique, mais qu'est-ce qui se passe si ce fichier n'existe pas? Parce que potentiellement,
Ok, il n'existe pas la création, je peux faire sur l'ouverture de la base, à l'écrivée, mais c'est un fichier log. Si pendant le fonctionnement il est supprimé, qu'est-ce qui se passe? Bah, allons voir. Je supprime. Hop, mon fichier de log n'est plus là. D'accord. Je vais lancer ma base. Test application. Hop, open. Et je suis passé en gris. Si je reviens, ici, je ne l'ai pas recréé, hein. Il n'est pas à nouveau revenu. En fait, dans les ressources, pardon, pas dans les ressources, dans le projet, source, mon fichier ici, global, en fait, j'avais mis ici toutes les couleurs. Et si on se rappelle les notions de priorité, en fait, ici, il va utiliser les valeurs qu'il y a globales du fichier CSS. Et si vous avez un fichier défini spécifiquement pour un formulaire, il est prioritaire. Donc si je n'ai pas de fichier de log, il va utiliser mes valeurs là, donc mon application n'est pas cassée. Si je définis maintenant ici thème, j'applique. Alors ce n'est pas dynamique, hein, il faut réouvrir. Il va l'appliquer, donc il va lire en fait ces valeurs là qui sont dans le feuille de style global, et comme elles sont redéfinies dans une feuille de style spécifiques à un formulaire qui sont prioritaires, donc c'est pas celle-ci qui va prendre en compte, c'est celles-ci qui sont donc définies dans le dossier ressources. Donc ici, ressources, thème, rouge. Il va prendre ces valeurs-là. Voilà. Assez magique. Et donc voilà, une façon assez simple en fait de faire de la surcharge. Et il y a pas de et en utilisant ce principe-là de bien définir également vos thèmes dans le fichier global, vous n'avez pas de risque si ce fichier se retrouve en cours d'utilisation supprimé, ça ne cassera pas le style puisque vous avez les valeurs par défaut dans le fichier commun et elles sont redéfinies dans le fichier spécifique. Voilà, j'en fais une vérification de mes notes que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Oui. Alors, retournons à notre présentation. Donc ici, vous retrouvez les deux feuilles de documentation qu'on a vues. Donc la fameuse page qui décrit comment fonctionnent toutes les feuilles de style. Et ici, c'est Property, ce sont les thèmes où vous retrouvez toutes les valeurs JSON et CSS de toutes les propriétés. Vous avez également ces trois blog posts qui sont intéressants à retrouver, qui vous expliquent comment créer des feuilles de style, qui vous réexpliquent la notion du dark et du light qu'on vient de voir, et la prévisualisation des feuilles de style. Et ben voilà, c'est la fin de la partie présentation. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment utiliser les CSS dans vos formulaires 4D et que cela vous a donné plein d'idées à mettre en pratique dans vos projets. Mais il est maintenant temps de repasser la main à Vanessa pour qu'elle puisse donc vous donner des réponses à vos questions. Donc, Nombreuses. elles sont nombreuses, oui. Donc nous avons une première question qui concerne la version. Alors, dans ma démonstration, moi, j'ai utilisé la 20R10, mais il faut savoir que les CSS sont disponibles depuis que le mode projet est arrivé. Donc vous l'avez depuis la V18. Et par contre, est arrivé durant les 18R ce qui concerne le dark mode et la prévisualisation des CSS dans l'éditeur de forme. Donc vous avez tout ce que je vous ai montré à partir de la V19. Ensuite, nous avons la question, il n'y a pas de CSS dans la 20.7 en mode binaire. Non, c'est réservé au mode projet. En fait, ça remplace, vous avez en mode binaire, vous avez les fameuses feuilles de style où vous pouvez définir la taille, la police, le gras, l'italique, voilà, qui est assez simple. Donc, ça a été remplacé en mode projet par utiliser les CSS qui vous permettent de définir tout. Donc, si vous voulez utiliser ce que je vous ai montré, vous allez devoir convertir votre base en mode projet. Alors ensuite, pas d'unité pour la taille de police. Alors je suppose que c'est à propos de quand j'ai utilisé le font size. Donc en fait, on utilise les CSS, on utilise la même logique CSS qu'on a pour les CSS en mode web, mais nous ne sommes pas complètement
CSS Web, puisque nous sommes une application desktop, donc nous sommes avec les particularités de 4D. Donc 4D en lui-même, quand vous rentrez dans la property list, il n'y a pas d'unité à préciser, il ne supporte qu'une seule unité. Donc on n'a pas besoin d'unité, ce sera toujours la même. Il n'y a pas de possibilité de choisir PT, PX, EM, etc., comme vous pouvez avoir en mode web. Donc voilà, je vois que j'ai répété plus vite. C'est aussi la deuxième question qui demandait est-ce qu'on peut supporter donc les tailles VW, etc. Non, qui VW c'est pour la largeur, donc non, désolé. On n'a que ceux de 4D. Alors, ensuite, pour les bases anciennes qui n'utilisent pas les CSS, est-il possible de créer des CSS à partir de la fenêtre des propriétés d'un objet? Base ancienne, vous voulez dire en mode binaire, c'est pas possible. Si c'est en mode projet, à partir de peut-être vous voulez dire à partir de quand on est dans l'éditeur de formulaire et sur un projet, sur un objet, est-ce qu'on peut générer une feuille CSS à partir directement de l'objet, de sa définition? Non. Si vous pouvez enfin, proposer la feature request hein, si je réponds correctement, ou n'hésitez pas à rajouter des précisions. Ensuite, bah, on a encore à propos des unités, hein, EM, pourcent, etc. Donc j'ai déjà répondu non. Ensuite, il y a eu un bug sur le texte info du bouton créé dans le dernier formulaire après avoir appliqué la classe bouton info. Le titre est resté en bouton a priori. Oui, en fait, quand l'on crée un nouvel objet, KD donne toujours pour les boutons un titre. Donc, comme vous avez un titre qui est donc inscrit dans le fichier JSON, il est prioritaire sur la CSS. Donc, il faut soit que vous la supprimiez pour que ce soit utilisé la valeur qui est dans la CSS, ou j'aurais pu faire pour la CSS, comme j'ai fait pour les tags, d'avoir ajouté le tag important. Et comme ça, vous aurez systématiquement, sans faire de manipulation, créé un bouton, lui mettre le style info et vous auriez le titre correctement. Voilà. Ensuite, est-il possible de modifier le fond de couleur des entêtes et des pieds? Alors ça c'est pour les listbox. Donc en fait ce qu'on peut modifier en CSS c'est exactement ce que vous pouvez modifier dans la liste des propriétés. Donc les entêtes de listbox non, vous pouvez actuellement pas les modifier, c'est le gris du système de Mac ou de Windows. Les pieds, il me semble que oui, ils sont customisables. Donc oui, les pieds peuvent être surchargés. La couleur de fond peut être surchargée. Donc je dirais avec, comme j'ai montré, avec footer. Et pour la couleur de fond, c'est fil et la couleur que vous voulez. Par contre, pas pour les en-têtes. Alors la question d'après, peut-on envisager de générer des CSS à partir des propriétés d'un objet de formulaire? Cela permettrait de créer les CSS sans rien devoir noter et regrouper dans le fichier JSON. Donc non, ce n'est pas possible actuellement, mais c'est intéressant comme demande, donc je vous conseillerais d'ouvrir une feature request. Est-il possible d'appliquer les classes par programmation? Alors non, actuellement, les CSS sont résolus, enfin calculés, lorsque le formulaire est ouvert. Donc pour l'instant, il n'y a pas de modification par programmation, puisque de toute façon, elles ne sont résolues que lorsqu'on le formulaire est chargé. Alors, dans VS Code, il n'y a pas d'autocomplément pour les mots 4D. Non, en CSS, il n'y en a pas actuellement. On en a parlé il n'y a pas longtemps de peut-être faire comme pour le code, avoir un autocomplément. Par le passé, quand on avait sorti les CSS, il y avait Atom qui était à l'époque qui s'utilisait beaucoup et avec Atom on pouvait charger le JSON schéma et on avait l'autocomplétion. Donc là on l'a pas, on a vu quand on a fait ce webinar. Donc on regarde, mais pour aider à ce que ce soit plus vite fait, c'est mieux quand c'est les clients qui demandent. Donc vous pouvez faire une feature request sur ce sujet pour demander à créer un parseur pour VS Code. Donc Alternate oui, voilà, c'est un exemple, donc ça va avec la question d'au-dessus, ok. Ensuite, est-ce que le Media Query pour le Dark Light Mode fonctionne sur Windows? Alors non, actuellement sur Windows, nous n'avons pas le mode Dark.
Donc non. Alors, pour évidemment que vous puissiez avoir des fichiers CSS communs à Mac et Windows, en fait, sur Windows, actuellement, on ne charge que les CSS Lite. Donc, pour l'instant, tant que le Dark Mode n'est pas supporté dans 4D en Windows, vous n'aurez pas de Dark également en CSS. Alors, ensuite, c'est dynamique si on utilise le fichier dans le dossier projet lors d'un changement d'apparence clair-sombre. Alors non, ça va avec ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les CSS sont chargés lorsque vous ouvrez le formulaire. Donc, si l'OS change de dark à light, ce n'est pas appliqué, il y a besoin de fermer le formulaire et de réouvrir. Donc pareil, je vous conseillerais une feature request pour que l'on modifie pour que ce soit plus dynamique. Est-ce que le mode Light Dark est possible sur Windows? Donc non, c'est ce que j'ai répondu précédemment. Donc pour l'instant, non, nous ne l'avons pas, puisque nous sommes toujours avec les anciennes API de Windows. Nous travaillons sur ce sujet à utiliser les API plus récentes de Windows, mais pour l'instant, non, toujours pas de Dark Mode en Windows. Y a-t-il une procédure pour la conversion en mode projet? Je pense que les équipes PS peuvent vous aider. Il y a peut-être des documentations qui ont été créées par le support ou le PS. Je pense que vous pouvez contacter peut-être votre commercial qui peut peut-être vous envoyer les documents qui a peut-être plus de détails. Voilà, je pense que de toute façon, là, votre question est notée et on peut voir après avec Roland pour la personne qui s'occupe de vous et qui pourra vous envoyer les liens si, il y a les procédures qui ont été écrites. Alors ensuite, le widget saisie mot de passe dans la bibliothèque d'objets utilise une CSS password, mais elle n'est pas définie par défaut dans KD où elle est mal orthographiée. Alors ça serait peut-être du côté d'un bug. Je n'ai pas de précision là-dessus. Je peux m'enseigner et revenir vers vous, hein. Ensuite, peut-on gérer la visibilité des objets selon la plateforme avec les CSS? Oui, puisque comme on a vu qu'il y avait Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire dans le fichier commande des classes que vous pouvez appeler Mac ou des classes Windows. Et dans 4D, vous avez une propriété qui s'appelle dans la property list not rendered. Et je crois que c'est visibility dans le JSON. Et donc comme ça, vous pouvez soit pour un objet lui dire qu'il utilise par exemple la CSS Mac qui va l'afficher ou le cacher. Et aussi, sinon, vous pouvez mettre des CSS dans les fichiers Mac et Windows, comment vous voulez l'organiser. Mais je pense que le plus simple, oui, c'est dans le fichier commun, vous pouvez faire deux feuilles de style et qui vous appliquez quand vous voulez que ce soit affiché à l'un ou à l'autre. Ensuite, peut-on aligner verticalement en hauteur des textes dans un libellé ou un input? L'alignement vertical, non, je crois qu'il n'y a que l'objet Listbox qui le supporte. Je ne crois pas que l'on puisse pour un input ou pour un texte. Donc là, c'est pas spécifique au CSS, puisque pour l'appliquer au CSS, il faut que ça existe dans le KD. Donc, ce serait plutôt une feature request pour demander le support de l'alignement vertical pour les objets input et texte. Alors ensuite, existe-t-il une bibliothèque de feuilles de style diverses et variées déjà créées qu'on pourrait utiliser? Non, désolée. Non. Euh, Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, dans la démonstration de contact, les couleurs qui ont été choisies. Je suis partie sur du gris et en fait, je n'ai défini qu'un seul gris et j'ai été aussi feignante où j'ai demandé à l'IA de me proposer des couleurs de remplissage de fond et qui pourraient aller. Donc en fait, voilà, je les ai testées. Après, je trouvais que certaines elles étaient trop claires, trop foncées, donc je les ai mis. Et après avoir généré mon gris, je lui ai demandé de me générer dans des tons de vert, dans des tons de bleu. Donc ça peut vous aider si vous avez aussi du mal à choisir des couleurs. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider et elle sait écrire du CSS, elle écrit très bien. Alors ensuite, peut-on importer dans un fichier CSS d'autres fichiers CSS avec la directive import? Non, on ne peut pas. On n'a pas supporté, voilà.
On arrive à la fin des questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, si vous essayez, vous pouvez toujours poser des questions sur le forum et je serai très heureuse de vous répondre et de vous aider si vous avez besoin.